Monsieur Leccia, je vais commencer avec vous. Comment le Maroc compte-t-il faire d'un événement comme la Coupe du Monde 2030 une expérience exceptionnelle pour les visiteurs de différentes catégories? Quelles seraient les initiatives à lancer pour promouvoir l'engagement interculturel? Tout d'abord, permettez-moi de re-souhaiter la bienvenue à tous les présents au niveau de ce sommet international ou mondial du football. Aujourd'hui, la diversité des présents de tous bords, il y a de l'économie, de l'économique, du social, du football, du sportif, du management, du politique. Ça veut dire que le football, effectivement, est un phénomène qui dépasse les 90 minutes ou les 120 minutes en cas de prolongation des matchs de football. Football est un sport qui est quand même saturé de valeurs de développement tout d'abord, du bien-être, du respect de l'autre et de la cohabitation en groupe, en famille. Et pour résumer ou pour le faire court, c'est un levier d'inclusion sociale exceptionnel. Donc, encore une fois, bienvenue au Maroc, à Rabat, cette belle ville. Et bien sûr, mes remerciements vifs, sincères, vont au groupe OCP, aux responsables de l'Université Mohamed VI pour l'accueil, pour la mise à notre disposition, à la disposition de tous les participants de ces infrastructures exceptionnelles. Pour parler un peu de la Coupe du Monde 2030, Maroc, Espagne et Portugal, bien sûr, il faut rappeler le contexte, le portage de cette Coupe du Monde, son inscription dans une logique de construction. En fait, je ne veux pas détailler le volet historique ou l'aspect historique parce que c'est très important quand même de citer que le Maroc ou le Royaume du Maroc, nation riche avec son histoire, plus de 12 siècles d'existence et avec un rôle crucial, significatif, important, en tant que relais de civilisation, de flux commerciaux entre le continent africain et le continent européen. C'est un rôle, on n'est pas à la conquête de chercher ce pourtour méditerranéen. On veut rafraîchir la mémoire de la jeunesse de ce pourtour riche en histoire, plein d'événements. Et aujourd'hui, il suffit de circuler ou de visiter le mausolée de la tour Hassan pour savoir que l'architecte qui a quand même ou qui était derrière cette bâtisse magnifique à Rabat est le même qui a donné lieu à la Ziralda à Séville. Donc c'est une histoire commune, c'est un vécu commun, c'est une construction historique commune où le royaume du Maroc a joué un rôle primordial. Donc aujourd'hui, quand on se pose la question sur une co-organisation d'une Coupe du Monde, Maroc, Espagne, Portugal, c'est pas fortuit, c'est pas une circonscription, c'est pas un choix géographique de proximité. Je reviens à ces détails. Permettez-moi, si je prends un peu Bien le sûr. temps Non, de ça va. détailler ces volets, c'est très important pour effectivement vivre cette Coupe du Monde au-delà des matchs de football. Et donc aujourd'hui, et comme ça a été cité par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste,
au niveau de la première annonce de cette candidature commune, le 16 mars à Kigali 2023, et donc où Sa Majesté a rappelé donc la richesse culturelle, civilisationnelle de cet espace géographique, incluant évidemment les deux rives de la Méditerranée nord et sud. Maintenant, c'est une Coupe du Monde aussi exceptionnelle parce que il va fêter le millénaire donc de la Coupe, ou le centenaire de la Coupe du Monde, de l'histoire, 1930-2030. Donc c'est une Coupe du Monde assez particulière. Et je tiens à rappeler pour les amis ici présents qui n'ont pas de connaissances précises du football, c'est la deuxième Coupe du Monde à 48 équipes. C'est-à-dire on serait à 104 matchs. C'est l'équivalent de pratiquement la moitié d'un championnat à 16 équipes qui dure une année. Donc on va fêter le football mondial pendant 7 semaines avec plus d'une centaine de matchs, fêtant aussi le centenaire de cette Coupe du Monde, mais aussi c'est la première fois où deux continents vont se mettre ensemble, parce qu'on parle d'une candidature commune de deux continents surtout, et trois pays qui portent cette représentativité, donc l'Afrique et l'Europe. Au niveau national, pour circonscrire cette organisation de la Coupe du Monde 2030, en tout état de cause, le projet de règne de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, il a toujours conjugué un parallèle exceptionnel, le parallèle du développement économique et le développement social, où l'être humain, le jeune, le Marocain, est au centre de l'action publique. Donc, sur le plan économique, je ne veux pas rappeler les avancées qui ont été réalisées en matière d'infrastructure, en matière de développement dans tous les secteurs, les grandes réformes économiques qui aujourd'hui mettent le Royaume du Maroc dans la sphère de l'émergence totale. Mais comme j'ai dit, j'ai rappelé le génie de ce projet ou de ce développement, c'est évidemment la réussite donc, de ce parallèle dans le timing, dans la réalisation, dans la convergence. Donc l'être humain, le développement social était toujours là en parallèle et en réussissant la même vitesse, le même élan avec les avancées économiques et infrastructurelles du pays. Et évidemment le sport, dans cette stratégie, dans cette dynamique, dans cette vision royale, le sport est un levier d'inclusion sociale, comme je l'ai cité. Le sport, dans toutes les disciplines, le football qui nous intéresse aujourd'hui, se trouve au cœur de cette dynamique et le Royaume du Maroc, en matière de développement footballistique, donc on est sur une stratégie à long terme, basée sur des logiques de développement étudiées, raisonnées, à partir du développement de l'infrastructure. Pas loin d'ici, de cette belle université, il y a le centre quand même Mohammed VI du football, qu'une partie de vous ont eu le plaisir de visiter hier soir. Et aujourd'hui, ce centre est considéré comme l'un, sinon le meilleur centre de développement des capacités, du talent qui nous intéresse dans nos débats au monde. Et donc, le développement de l'infrastructure, mais aussi le développement des capacités de formation
d'encadrement. C'est véritablement capital dans ce puzzle du football. Et l'un des aspects d'ailleurs, c'est l'héritage. L'héritage, il y a l'héritage physique, mais il y a aussi l'héritage du savoir, de la formation, du développement des capacités de l'être humain. Et donc, c'est comme ça que le sport, que le football considère, ou aujourd'hui est considéré comme un élément du puzzle, d'une vision globale de développement de l'être humain. Et donc, dans cette perspective, dans cette logique, et dans la continuité d'ailleurs, parce qu'on rappelle que le Maroc, le Royaume du Maroc, ce n'est pas la première candidature, et pour organiser la Coupe du Monde, donc le Royaume s'est inscrit dans une feuille de route d'organisation d'événements sportifs, footballistiques, soit à l'échelle continentale, mais aussi à l'échelle mondiale. Et je rappelle qu'au cours de ces semaines, d'ici le 19 avril, le Royaume du Maroc, quand même, abrite la Coupe d'Afrique des U17. Ça peut paraître un enjeu minime, mais ce sont les pépites de demain. Ce sont ces jeunes qui vont jouer la Coupe du Monde 2030. Et donc, prenons le plaisir déjà d'identifier quelques talents qui nous feront ce plaisir de le revoir par la suite avec ces équipes. Juste après, on va s'inscrire dans une série d'organisations de Coupe d'Afrique féminine, oui, mais aussi la Coupe du Monde durant cette année en novembre, la Coupe du Monde féminine moins de 17 ans et avec les 24 équipes mondiales. Et évidemment, ce process sera couronné en 2030 par l'organisation de la Coupe du Monde, comme j'ai dit, exceptionnelle, centenaire, mais le Royaume, je peux vous le confirmer, va continuer dans cet élan d'être la terre tout d'abord ou le carrefour de rencontres de la jeunesse, des rencontres de la pratique footballistique, dû donner l'occasion à la jeunesse mondiale, continentale, de montrer son talent, de le développer. Et cet élan va continuer au-delà de 2030 avec la même dynamique, la même vision stratégique royale qui a, comme je l'ai rappelé, a défini les jalons depuis le départ. Très bien dit. Monsieur Faïda, comment l'ONMT prévoit-il de tirer parti de la visibilité mondiale de la Coupe du Monde pour mettre en valeur le riche patrimoine culturel du Maroc? Alors déjà, tout d'abord, je souhaite remercier l'UM6P de nous recevoir dans ce super complexe, à l'OCP de soutenir cet événement et au World Football Summit de choisir le Maroc comme leur pays hôte. De point de vue touristique, je pense que c'est un des meilleurs cadeaux qu'on pourrait offrir à une nation, c'est d'organiser un événement de telle envergure. Aujourd'hui, le secteur du tourisme au Maroc constate une dynamique très très positive, alhamdoulilah, depuis la sortie de la crise de Covid. Nous avons constaté une croissance à double chiffre année après année qui a fait de nous la première destination africaine à la fin de 2024. Nous avons reçu 17,4 millions. Donc on est devenu le premier pays africain à recevoir des touristes du monde entier. Mais la spécificité de ces 17,4, elle est à 90% européenne. D'accord ? Donc nous, on connaît et on est sensible par rapport à la force universelle du football, à démarrer par l'événement de la Coupe d'Afrique jusqu'à la Coupe du Monde en 2030, avec toute la série des événements que nous allons organiser entre les deux. Le rayonnement planétaire de ces événements-là vont faire de la destination au Maroc une destination qui va attirer au-delà de l'européen. Bien évidemment, on veut recevoir encore plus d'Européens, mais on souhaite aussi commencer à recevoir
des Américains de l'Amérique du Nord, de l'Amérique latine. On sait à quel point ils sont passionnés par le foot et la position du Maroc en tant qu'organisateur et pays hôte de 2030 va augmenter la notoriété de la destination auprès de l'Amérique latine et bien évidemment aussi l'Asie-Pacifique. Donc nous, on considère cette série d'événements d'ici 2030 comme une opportunité historique, une opportunité stratégique pour le secteur du tourisme, pour ouvrir la destination vers des marchés planétaires et de développer au-delà du marché seulement européen. Donc ça, c'est concrètement comment nous, on voit stratégiquement le rôle de ces événements-là par rapport à l'impulsion sur le développement touristique. Bon, moi, je suis un touriste aussi, mais un touriste de football. Je suis venu dans ce pays plusieurs fois. Donc, je pense que peut-être je dois acheter une maison maintenant ici au Maroc avant ça, non? Je pense bientôt. Monsieur l'ambassadeur, cette candidature est une collaboration significative. Quels sont les espoirs de l'Espagne pour renforcer les liens culturels, notamment avec le Maroc, et à travers ces efforts adjoints? Si, bien sûr. Tout d'abord, je suis ravi d'être ici à l'Université Mohamed VI Polytechnique, avec laquelle nous, l'ambassade d'Espagne, travaille souvent avec eux, bien sûr avec Monsieur le ministre, président de la Fédération, avec le directeur de l'Office de tourisme. Merci, chers amis, d'être ici avec nous. Saludo a todos los compatriotas españoles que están aquí presentes. Bien sûr, ça a été déjà évoqué, la Coupe du Monde 2030, deuxième Coupe du Monde avec 3 pays organisateurs, mais première Coupe du Monde avec des pays des 2 continents. Ça, c'est un énorme défi, c'est une énorme responsabilité. Aussi, quelle fierté pour nous, l'Espagne, bien sûr, le Maroc et nos amis portugais, d'être les protagonistes de cette Coupe du Monde. Et je vais prendre précisément les titres de cette table ronde que je crois c'est très bien choisi. La diplomatie culturelle et sportive comme les moyens, les vecteurs pour renforcer les relations entre les civilisations, les cultures, donc les pays, pour répondre à vos questions. Parce que moi, qui suis un diplomate professionnel, je vois que la culture dans un sens large, pas seulement les expressions artistiques, pas seulement la littérature, la musique, le cinéma, qui oui, bien sûr aussi, mais la culture dans le sens aussi du patrimoine immatériel, la culture comme gastronomie, la culture comme, a été évoqué aussi, les patrimoines communs dans le cas du Maroc, de l'Espagne et du Portugal, l'histoire partagée, mais aussi bien sûr la culture comme les manifestations sportives, comme la Coupe du Monde, sont les meilleurs outils pour renforcer la relation entre les nations, les peuples, donc les pays. Donc la Coupe du Monde 2030, c'est cette opportunité et ces défis pour renforcer bien sûr la relation entre le Maroc et l'Espagne. Et on travaille déjà pour ça. Bien sûr, nos amis portugais, mais je peux parler pour eux. Mais aussi pour offrir cette Coupe du Monde avec cette particularité. Et quand on parle de la relation Maroc-Espagne, quand on parle de la Coupe du Monde, ce n'est pas seulement les 3 pays, c'est aussi la Méditerranée et l'Atlantique, c'est aussi l'Europe et l'Afrique. Donc quel défi de faire une Coupe du Monde à un niveau excellent pour ça. Nous en Espagne, on connaît bien sûr les opportunités des grands événements sportifs. On a la Coupe du Monde 82, on a les Jeux Olympiques 92. On connaît que les grands événements sportifs sont beaucoup plus que le sport. Ça nous permet de moderniser les pays et de renforcer, dans le cas de la Coupe du Monde conjointe, ces relations-là, bien sûr, avec le Maroc, avec le Portugal, mais avec tous les pays de ces grands continents euro-africains dont on va être, nous, 3 pays, les organisateurs de la Coupe du Monde. Très bien dit. Monsieur Leccia, je reviens. Oui. Je reviens vers vous. Comment le récit autour des équipes nationales et des joueurs eux-mêmes peut-il être utilisé pour promouvoir la compréhension culturelle et défier les stéréotypes? Merci. Donc vous rentrez dans le vif du sujet, dans le jeu, dans la Coupe du Monde. Et je confirme ce qu'a dit Monsieur l'ambassadeur.
L'enjeu, évidemment, il dépasse les 3 pays. C'est le continent. Le plus important pour nous, c'est de mettre la jeunesse africaine au centre de cet événement, à ce que cette jeunesse le porte pleinement. Et quand je le dis le porte, ce ne sont pas les aspects logistiques d'organisation, c'est plutôt les niveaux de développement, le développement des capacités, etc. Et évidemment, montrer et faire la démonstration que la réussite est collective de part et d'autre de la Méditerranée et que cette rive, évidemment, comme il a joué ce rôle historique, peut le faire aujourd'hui dans un monde qui connaît beaucoup de turbulences. Maintenant, par rapport aux joueurs, j'espère déjà que 2 équipes parmi les 3 pays organisateurs pourront jouer cette finale. J'espère que ce sera le Maroc contre l'Espagne. À Casablanca, ce serait mieux. Et donc, pour refaire évidemment l'un des meilleurs matchs de la Coupe du Monde Qatar, Maroc-Espagne, ça vous fait rigoler, donc ça vous rappelle des événements footballistiques très importants. Aujourd'hui, les passerelles et le monde du football connaît une mondialisation telle que les frontières de la pratique footballistique n'existent plus. D'ailleurs, la FIFA, aujourd'hui, sa feuille de route, elle est basée sur le football unite qui nous unit, qui unit le monde. La pratique footballistique, comme vous l'avez dit au niveau de votre mot d'introduction, n'obéit pas à la logique de frontières. La nationalité n'a pas beaucoup d'importance. Les joueurs qui aujourd'hui jouent dans les équipes espagnoles ne se sont pas nécessairement des Espagnols. Pareil pour toutes les grandes équipes. Aujourd'hui, au niveau de toutes les équipes marocaines, il y a au moins 6 joueurs des pays donc frères du continent africain. Donc cette universalité du football traduit exactement les valeurs pour lesquelles ou sur lesquelles on a construit, on a bâti l'écosystème footballistique. Le football, comme je l'ai dit, tout d'abord est un sport collectif qui nous apprend à vivre ensemble, à travailler ensemble, à se développer en groupe. Ce n'est pas un sport individuel qui fait référence à l'exploit individuel. C'est un sport qui est régi par une réglementation stricte qui aujourd'hui utilise la technologie de pointe, la VAR, la fameuse VAR. Et ça veut dire que c'est un sport qui nous impose le respect strict des lois. Mais la valeur exceptionnelle du football, c'est le domaine qui vous apprend à accepter la défaite, plutôt à aller féliciter celui qui vous a gagné. Et c'est rare dans les domaines de la vie. Donc c'est un levier de construction. Les joueurs professionnels qui font carrière dans le football donc, ont l'occasion de répéter cet exercice, de le faire au quotidien. Et du coup, ça leur donne la capacité, évidemment, d'être des véritables ambassadeurs des valeurs humaines, de développement, de cohabitation, de paix, de tolérance. Et c'est pour cela que aujourd'hui, je pense, et tout le monde le fait, et on doit le faire davantage. On doit mettre de plus en plus les joueurs vedettes qui ont un impact sur la jeunesse énorme, toujours à l'avant de la scène pour expliquer ces valeurs, pour les porter, pour les ancrer dans les sociétés. C'est exceptionnel ce que
peut avoir comme un impact sur l'unité mondiale, l'unité des peuples, des civilisations, leur cohabitation, le développement des capacités de tolérance de tous bords. Et j'ai vu que dans l'un des panels, on aura l'occasion de détailler ce volet. Et moi, je pense que le commerce et le business dans le football, il est capital. Le football se développe, comme tous les secteurs, par les chiffres d'affaires qu'il réalise, par le business qu'il développe, mais une partie importante, une attention particulière doit être accordée aussi à ces aspects de stabilité humaine, de l'humanité, de développement de ses capacités de cohabitation et de développement collectif. Merci. Monsieur Faïda, je reviens chez vous encore. Comment la Fédération et votre bureau travaillent-ils ensemble? Pouvez-vous partager des exemples spécifiques d'initiatives prévues ou des événements footballistiques qui seront intégrés pour promouvoir l'engagement interculturel? Alors déjà, nous sommes très fiers d'être un partenaire historique de la Fédération. On a accompagné tous les efforts fournis par la Fédération depuis des années et nous avons tout dernièrement créé un nouveau chapitre après la victoire historique et la performance historique de l'équipe nationale lors de la Coupe du Monde 2022. Il y a un nouveau chapitre qui a été créé entre la Fédération royale marocaine de football et l'ONMT. Et pas plus tard qu'hier, nous avons confirmé cela par une nouvelle convention dans laquelle nous allons déployer nos forces de manière synergétique d'ici 2030 pour faire du Maroc terre de football. Donc cette nouvelle thématique va être la thématique fédératrice de nos initiatives que nous allons faire de manière conjointe parce que nous sommes convaincus qu'en conjuguant la passion pour le foot, la fierté de l'appartenance et l'activité touristique, nous allons pouvoir combiner les trois pour faire rayonner davantage l'image de notre royaume et attirer un maximum de possibles de touristes pour qu'ils viennent découvrir ce beau pays. Donc les efforts que nous faisons avec la Fédération, ils dépassent seulement, comme il a bien cité Monsieur le Président, la dimension purement sportive, mais elle est identitaire, il est culturel, il est social aussi. Donc nous nous appuyons là-dessus pour faire rayonner l'image du Maroc sur ces dimensions-là. Comme ça, on invitera un maximum possible des citoyens du monde pour venir et découvrir ce beau pays. Et c'est un beau pays, le Maroc, n'est-ce pas? C'est un beau pays, n'est-ce pas? Yes, Morocco is a beautiful country. Very hospitable nation as well. Monsieur Villa, je vais venir vers vous. Construire des ponts nécessite une collaboration active. Quels programmes conjoints, concerts sont prévus ou en cours entre l'Espagne et le Maroc, potentiellement le Portugal aussi, visant spécifiquement à favoriser la compréhension mutuelle avant 2030? Si, bien sûr. Mais tout d'abord, permettez-moi de revenir à la question de la finale de la Coupe du Monde 2030. Je partage bien sûr l'espoir que l'Espagne et le Maroc vont la jouer, mais par contre, en Espagne, on a des stades historiques comme le Bernabéu à Madrid ou le Nou Camp à Barcelone. J'espère qu'on va jouer la finale là. Bref, dans tout cas. Et, bien sûr, et je partage aussi quelque chose que Monsieur le Président de la Fédération a dit. Et, la jeunesse, et ça c'est pour répondre un peu à votre question, et parce qu'on parle dans cette table ronde sur le sujet de la diplomatie culturelle et la diplomatie sportive. Je parlais un peu avant des différences entre la diplomatie classique traditionnelle et la diplomatie culturelle. Et l'une des différences, spécialement avec les sports, c'est qu'on peut attendre, on peut arriver, on peut parler, on peut engager à des gens qu'avec la diplomatie traditionnelle, ce n'est pas évident, surtout la jeunesse. Si l'on parle des sports, si on parle particulièrement du foot, on peut engager à la jeunesse que c'est un des défis majeurs pour tous les gouvernements, pour tous les pays du monde. Donc,
On va travailler bien sûr sur ça. On va travailler, justement, je le parlais avec les ministres des universités ici présents, de la collaboration dans les domaines universitaires. Mais on travaille déjà avec nos amis du gouvernement du Maroc dans la justice, dans l'intérieur, dans la mobilité. Parce que, on l'a dit avant, c'est une candidature, c'est une organisation conjointe. 3 pays, mais une seule organisation. Donc, on a tous ces côtés des mobilités, des infrastructures, mais bien sûr, il y a aussi cet aspect même plus important d'arriver, d'engager, de faire partie de cet événement à la jeunesse espagnole, marocaine, portugaise, mais aussi, ça a été dit, l'africain et l'européen, et la globale. Et nous, on a été tous, une fois de jeunes, on a suivi avec cet espoir la Coupe du Monde ou les Jeux Olympiques quand ça arrivait. Donc, on a les moyens, à nous, aux autorités, de réfléchir, de penser comment on peut le faire, mais c'est indispensable d'engager la jeunesse pour répondre à votre question pour la Coupe du Monde. Merci beaucoup. Monsieur Faïda, au-delà des villes hautes, comme le Maroc, encouragera-t-il les visiteurs à explorer le paysage culturel plus large du pays? Alors tout à fait, nous espérons déjà que nous allons avoir 6 villes accueillantes. Les 6 villes, comme vous le savez, ils sont différentes l'une de l'autre. Et c'est ce qui fait l'unicité de ce beau pays. Quand on traverse les 6 villes, on a l'impression qu'on a voyagé dans 6 différents pays avec la richesse culturelle, la richesse architecturale, la richesse gastronomique et ainsi de suite. Donc nous pensons que cette initiative qui est inclusive dans sa nature, parce qu'elle couvre tout le territoire du nord au sud, va nous permettre de faire découvrir un grand nombre de touristes, bien évidemment appuyé par l'accélération qui est en train d'être opérée aujourd'hui en termes d'infrastructures et de développement du pays sur tous les niveaux de la connectivité, que ce soit aérienne, ferroviaire ou routière, vont nous permettre de davantage connecter les différents points du pays et par conséquent faire découvrir un maillage beaucoup plus large à un grand nombre de touristes. Nous pensons que la collaboration avec l'Espagne et avec le Portugal va nous permettre de passer à un niveau supérieur. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que nous, je vais prendre une analogie footballistique. De point de vue tourisme, nous avons gagné la Coupe d'Afrique du tourisme en 2024. Donc on est le premier pays. Là, on veut gagner la Coupe méditerranéenne du tourisme. On veut recevoir plus de touristes, comme ce que vous recevez vous en Espagne, comme ce qui est reçu en Portugal. Donc nous comptons sur ça pour travailler, pour développer un plan conjoint. Quand les touristes vont traverser de l'Asie ou de l'Amérique pour venir voir cette Coupe du Monde 2030, on va travailler avec nos partenaires pour leur faire découvrir l'ensemble des pays. Et ça ne va pas être seulement chaque pays qui va travailler en isolation. Donc nous comptons sur ça pour faire, comme j'ai dit, ces 2 dimensions. Faire découvrir un maximum de villes du royaume, mais aussi faire ramener ceux qui avaient l'intention seulement de venir en Espagne ou au Portugal pour venir découvrir le Maroc. OK. Je vais demander... Yes. Je vais demander cette question à vous 3, s'il vous plaît. Monsieur Lekja, je vais commencer avec vous. Comment vous assurez-vous que ces initiatives semblent authentiques et emmènent de la base plutôt que d'être simplement des programmes officiels descendants? Merci. En tout cas, pour compléter, donc on a gagné la Coupe d'Afrique touristique. Il faut que notre coach, M. Walid, et ses joueurs, il y a Ben Mahmoud ici, je l'ai vu en rentrant. Il faut qu'il gagne la vraie, celle du football sur les pelouses du 18, à partir du 18 décembre de cette année, Inch'Allah, pour aller chercher celle méditerranéenne qui nous donne la possibilité, évidemment, de rivaliser comme on l'avait fait. Et c'est ça le charme du football.
Et le génie du football, c'est évidemment de conjuguer ses émotions d'une manière permanente. Le football, ça se joue tous les jours et les émotions se régénèrent tous les jours. Moi, je pense que, pour répondre à votre question, la Coupe du Monde 2030, comme je l'ai dit, il y a l'histoire, il y a la vision. Aujourd'hui, c'est une occasion inédite, particulière, dans l'histoire de ce bassin euro-méditerranéen, africain, qui regroupe évidemment plusieurs cultures, plusieurs civilisations autour d'un événement fédérateur qui est la Coupe du Monde. La jeunesse se trouve et se retrouvera au cœur de cet événement. Et le plus important, c'est que, au-delà de l'héritage classique de la Coupe du Monde, les questions classiques qu'on se pose, qu'est-ce qu'on va faire avec les infrastructures, quel sera le sort des stades, ce sont des questions classiques, à mon sens, bannies dans notre logique de cette candidature unique, je le rappelle, parce qu'on n'a pas attendu la Coupe du Monde pour aller développer le pays dans tous les segments. La Coupe du Monde est une étape dans un process de développement. Je l'ai expliqué et on aura l'occasion de l'expliquer dans le détail. C'est une vision pour le royaume de développement menée par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, depuis plus de 25 ans. Ça continue. Aujourd'hui, le royaume, parce que le nombre de touristes augmente d'année en année, parce que les objectifs passent de 20 à 30 millions, etc., on a besoin donc d'augmenter la capacité de nos aéroports. Donc sans ou avec Coupe du Monde, le Royaume du Maroc allait aménager ses aéroports pour augmenter la capacité de ces aéroports conformément aux objectifs et aux aspirations de notre stratégie touristique. Et pareil dans tous les segments. Notre infrastructure ferroviaire, on l'a commencé, il est fonctionnel, Tanger-Casa, depuis des années. Et ça doit continuer à Marrakech, Agadir et par la suite dans nos provinces du Sud. C'est une vision intégrée et planifiée dans le temps. Et la Coupe du Monde, donc, est une étape dans cela. Ça nous permettra évidemment d'accélérer quelques politiques publiques, ce qui est bien, ce qui est bénéfique pour notre pays. On va retrouver plus de croissance, on va retrouver plus d'emplois pour la jeunesse, mais aussi, et c'est le plus important, et c'est ça où je veux. Donc je ne veux pas m'étaler sur l'héritage. Est-ce qu'on devait faire ça? Est-ce que c'était une priorité, etc. Je le répète, le royaume, sans ou avec Coupe du Monde, sa politique de développement, sa feuille de route de développement, elle est là. Elle a été entamée il y a plus de 25 ans et ça va continuer. Maintenant, l'héritage le plus important, il est immatériel. C'est la formation de la jeunesse. C'est développer leur capacité d'inclusion sociétale. C'est de permettre ce brassage civilisationnel entre ces jeunesses de part et d'autre et de travailler ensemble et de réussir ensemble. Il y aura des milliers de start-up africaines qui vont travailler avec des start-up européennes ensemble, développer des segments, trouver du business, développer les capacités. Et c'est ça le véritable héritage, c'est l'héritage humain de la jeunesse qui contribuera significativement à la construction de la civilisation humaine. C'est ça la particularité de 2003. Monsieur Villa, Monsieur Fayda, on a quelques minutes qui restent. Vous voulez dire des mots très vite? Vous voulez? Si, bon, c'est une question clé dans tous les domaines. Comment est-ce qu'on passe des bonnes paroles, des bons propos à la réalité, non? Et ça, c'est la question qu'on doit répondre tous les jours.
dans la Coupe du Monde. Et bien sûr, chaque pays a fait son boulot, son travail. Nous, en Espagne, on a créé déjà une commission interministérielle pour faire le travail de la Coupe du Monde avec toutes les administrations qui ont des pouvoirs, des compétences dans l'organisation de la Coupe du Monde. Et bien sûr, avec le Portugal, membre de l'Union européenne comme l'Espagne, pays voisin, et avec le Maroc, qui n'est pas seulement un pays voisin, mais c'est un partenaire stratégique et on a une relation solide dans tous les domaines. Donc on a déjà ce qu'il faut pour travailler et en Espagne et avec nos amis portugais et marocains. Donc nous sommes déjà en train de bâtir tout ce qu'il faut pour la Coupe du Monde. Comme monsieur le ministre l'a dit, le matériel et le matériel, la clé après la Coupe du Monde. Merci. Merci beaucoup. Ça marche? Ouais, très rapidement pour finir, par rapport à votre question superficielle ou réelle, je pense une grande majorité des expériences marocaines sont réelles. Notre passion pour le foot, on n'a qu'à se balader sur les plages pour la voir. On n'a qu'à se balader dans les quartiers pour la voir. Elle est vécue sans artifice. Et c'est le cas pour plusieurs choses. Nous, dans le domaine du tourisme, on ne fait aucune démonstration artificielle. Dans les médinas, c'est réel. C'est ça le style de vie de nos gens. Dans la gastronomie, notre couscous du vendredi, on ne le fait pas pour faire plaisir. On le vit. Donc nous avons ce critère identitaire chez nous qui est l'authenticité de l'expérience. Et je pense que l'initiative de la Coupe du Monde s'inscrit parfaitement dans cette authenticité-là. Et nous, ce qu'on espère faire de point de vue touristique, c'est de faire découvrir à un maximum de touristes cette vraie expérience. Parce que comment nous, on l'imagine, on se dit, le Maroc ne se visite pas, le Maroc se vit. Oui, certainement, le Maroc se vit, ça c'est vrai. Merci beaucoup. Je dois très vite remercier aussi qui est ici avec nous, Monsieur Mohamed Medawi, ministère Enseignement supérieur, Mohamed Berada, ministère Enseignement et Sport, et Rachid El Abdi, président de la région Rabat-Sal, Mohamed Rabi Kili, directeur général ONCF, and as well, thank you very much to FIFA and CAF representatives who are also here in the audience with us. So thank you very much. Merci à vous aussi. Prédiction Espagne et Maroc dans le final. On va voir qui va gagner. We'll see who win the final. Thank you so much. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci, oui, je viendrai.